Il est 13 heures à Bamako, 9 heures à New York aux États-Unis. L'information de la mi-journée, c'est tout de suite. Le journal. Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, le Mali à la tribune de l'ONU ce samedi. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, est à New York. Colonel Abdoulaye Maïga doit faire entendre la voix du Mali à travers un discours très attendu. Et ça bouge également du côté de Moscou. Libérer le potentiel de la coopération énergétique. C'est le thème d'un panel auquel le ministre de l'Énergie et de l'Eau a participé. Une rencontre qui mettait l'accent sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. Des pirogues désormais dans certaines rues de Bamako au secours des sinistrés à cause de la montée des eaux. Les faits sont insolites mais présentent la gravité de la situation. Les dernières données de la Direction nationale de l'hydraulique font état d'un dépassement du seuil d'alerte dans plusieurs localités du pays et c'est à l'aide des pirogues que certains évacuent ce qui peut être sauvé. En sport, la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A se joue ce samedi entre le Sénégal et la Sierra Leone. Les deux pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la prochaine CAN des moins de 20 ans. Et félicitations aux Amalek du Caire qui ont remporté la Super Coupe d'Afrique 2024 aux dépens de son grand rival Al-Ali. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche multiplie ses visites de terrain à la rencontre des marchands à bétail depuis la récente attaque terroriste à Bamako. Après la visite des sites d'accueil des parcs à bétail de Bamako, Youbaba s'est rendu au parc de la Fiabroukoda, Sans-Fil et Djelibougou pour non seulement informer les marchands de la décision de fermeture des parcs à bétail de Bamako, mais aussi les sensibiliser pour une meilleure application. Les responsables de ces lieux, bien que favorables à cette décision, ont émis des réserves. Daouda Kone nous en parle. Le ministre en charge de l'élevage et de la pêche dans les parcs à bétail du district de Bamako, Youbaba, a eu à échanger avec les occupants des lieux à Lafiabougou Koda, Sans-Fil et Djelibougou sur la disponibilité des sites de recasement. Dans cet exercice franc et direct, les acteurs des parcs visités respectifs ont aussi émis des doléances. Mamadou Doukouré, secrétaire général de l'interprofession de l'IR Bétail Viande. Les promesses que le gouvernement a prises dans le cadre des aménagements de ces différents marchés, nous serons à leur côté, nuit et jour, pour rappeler le gouvernement à honorer ses engagements. Ça, on les assure sur ça. Cette mission de sensibilisation en direction des occupants des parcs à bétail de Bamako s'inscrit dans le cadre de l'application de la décision de fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Aussi bien les fêtières, l'interprofession que les responsables de ces marchés sont derrière les autorités de la transition. Mais ils souhaitent être l'accompagnement par rapport aux infrastructures et à l'espace. Très satisfait de cette visite. Bien avant cette mission de terrain de ce vendredi, le ministre de l'élevage et de la pêche s'était rendu sur les sites de recasement à Kati, Sanankoroba et Zantikila. Je vous le disais à l'instant, phénomène naturel, les caprices du ciel ne font pas de cadeaux aux habitants de certaines localités, surtout ceux installés dans les lits des cours d'eau. Les pirogues sont à l'honneur pour aider à évacuer certains effets de maison. La situation hydraulique des fleuves et cours d'eau devient critique. Les dernières données hydrauliques font état d'un dépassement du seuil d'alerte dans plusieurs localités du pays. Cette hausse exceptionnelle impacte sur certains riverains du fleuve, à Bamako ou encore à Mopti. Des familles ont abandonné leur logement, des services sont à l'arrêt, tout cela à cause de la montée des eaux. C'est le constat fait par Bamba Sibi et Gaoussouach Traoré avec la contribution de nos équipes de reportage à Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué. Jamais de mémoire de riverains du fleuve Niger, la crue n'a atteint un tel niveau. La situation hydrologique le long du fleuve Niger est marquée par la montée du niveau de l'eau selon la direction de l'hydraulique. Cette situation est caractérisée par une hausse
exceptionnelle due au lâcher d'eau de certains pays voisins du Haut-Bassin. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans certaines localités comme à Bamako où le seuil d'alerte de 380 cm est dépassé de 45 cm à la date du 27 septembre, ce qui provoque déjà des débordements des eaux. Un triste constat fait par les pêcheurs installés sur les berges du fleuve à Bozola. Les habitations sont sous les eaux. Pour accéder à sa maison, on marche pied dans l'eau ou on prend la pirogue. Tidjane Sougouré, pêcheur, ne sait plus à quel sein se vouer. On n'a jamais vu une telle crue. J'ai tout perdu et je ne sais pas quoi faire. Je demande l'aide. Sougouré n'a plus de logement. Il ne peut plus pêcher également. Le niveau de l'eau rend difficile l'activité. Pour Vieux Sidibé, l'activité est même impossible. Le fabricant de briques tente tant bien que mal de récupérer les briques encore en bon état. Le visage dégoulinant de sueur, il se confie. J'ai perdu plus de 2000 briques qui étaient sur la berge. On ne peut pas évaluer les dégâts. Ce que j'arrive à récupérer, je vais essayer de les écouler pour subvenir à mes besoins en attendant une aide. Les premiers sinistrés de la zone ont trouvé refuge dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Un abri temporaire, mais suffisant pour constater l'insouciance de l'enfance s'exprimer à travers le jeu. Dans la cité du Niger, un quartier résidentiel, plusieurs rues sont sous les eaux. L'alerte de dépassement du seuil d'alerte concerne plusieurs localités du pays, à l'image de la région de Mopti, où la montée des eaux touche déjà plusieurs villages à Djenné ou encore à Sofara. La menace demeure pour les autres riverains qui commencent à s'organiser comme ici à Djenné-Kadara, un îlot au large de la Venise malienne. Les habitants tentent de stopper la montée des eaux avec des sacs de sable le long des berges. Moussa Sereta, habitant de Djenné-Kadara. Plusieurs familles sont déjà sous les eaux. Les digues arrivent à protéger certaines concessions, mais pour combien de temps? On annonce que le fleuve doit monter encore. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. Pierre Kassogué, directeur régional de l'hydraulique de Mopti. La situation hydrologique, elle est vraiment préoccupante à l'échelle nationale, comme on indique, mais particulièrement à Mopti aussi, ce qu'il faut noter. Nous suivons ici quelques cours d'eau. Il faut noter que les différentes cotes d'alerte installées au niveau de ces différents cours d'eau, ces cotes ont été déjà dépassées il y a quelques jours. Le seuil d'alerte est dépassé dans certaines localités, provoquant déjà des débordements des eaux du cours normal par endroits. Une situation qui va s'aggraver selon la direction de l'hydraulique dans un communiqué. Les riverains du fleuve sont invités à la prudence et suivre les prévisions. Oui, suivre les prévisions et justement à suivre après ce journal. Je le disais aussi, le gouvernement a adopté en 2014 le document de politique de la ville assorti de son plan d'action. Conformément à sa mission, l'Observatoire national des villes a initié une étude sur les disparités entre quartiers en termes d'accès aux services sociaux de base. La 7e session du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes se penche donc sur la validation des résultats de cette étude pour apporter des réponses aux préoccupations du gouvernement. Mamadou Fani. L'Observatoire national des villes, structure de mise en œuvre de la politique nationale des villes, est confronté à de nombreux défis. Malgré ces défis, il a pu réaliser quelques projets au titre de l'année 2024 et les perspectives s'annoncent bonnes pour les années à venir. Moussa Tamba Diakité, directeur de l'Observatoire national des villes. Nous avons initié un projet innovant pour rendre Bamako en une ville intelligente. Alors, c'est de gérer la ville, donc à partir d'un centre de données et des caméras de surveillance pour maîtriser la sécurité urbaine. Deux tâches sont confiées aux membres du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire. Il s'agit de la validation du rapport annuel sur les données urbaines de 2023 et l'étude sur les disparités entre les quartiers en termes d'accès aux services sociaux de base dans la ville de Sikasso. Drissa Koulibaly, président du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes. Faire de la ville malienne un espace agréable, sûr et prospère, moteur de son développement et celui de son environnement géographique. Un espace où le citadin est au cœur des initiatives publiques, prêt à assumer toutes ses responsabilités. À l'issue de ce comité, ces deux documents hautement scientifiques seront validés et serviront de boussole à ses utilisateurs.
Sur un tout autre plan, la Direction nationale de l'enseignement catholique a initié une session de formation à l'endroit de ses acteurs éducatifs. Durant 2 semaines, 100 participants ont été outillés sur la scolarisation des filles et les voisins moyens à mettre en place pour l'atteinte des objectifs de l'enseignement catholique. Une initiative qui entre dans les cadres du programme de formation de la Direction nationale de l'enseignement catholique. Bokari Kulibali pour plus de précisions. Ils sont parents d'élèves, enseignants, directeurs et conseillers pédagogiques à bénéficier de cette session de formation, un cadre initié par la Direction nationale de l'enseignement catholique. Durant 2 semaines, la centaine de participants ont été outillés sur 2 modules. Edmond Dambélé, directeur national de l'enseignement catholique. Le premier module portait sur la scolarisation des filles. Comment aider les filles non seulement à s'inscrire massivement à l'école, mais surtout à y rester. Et le deuxième module portait sur comment tous ceux qui sont considérés comme les acteurs de l'enseignement catholique peuvent travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs de l'école catholique. Et les participants à la formation de vanter les biens fondés de la session. Une session qui, selon eux, va contribuer à atteindre les objectifs assignés à cet effet. Pierre Dakuo, porte-parole des participants. Très bien outillé pour pouvoir aider les filles à rester à l'école jusqu'à la sortie avec des diplômes, et en termes aussi de savoir-faire, le rôle aussi de chaque acteur au niveau de l'enseignement catholique est connu pour tous. Depuis 135 ans, l'enseignement catholique existe au Mali. Sa mission est de contribuer à la formation et à l'éducation des enfants maliens. D'une session de formation à une autre, en 3e région, les journalistes des radios de proximité renforcent leurs capacités pour mieux jouer leur rôle en toute responsabilité. C'est à la faveur d'une formation de 2 jours animée par 2 journalistes expérimentés sur le thème central, journalisme sensible au conflit. C'est dans le cadre d'une initiative financée par l'ambassade des États-Unis qui vise à former 100 journalistes blogueurs du pays. La session a débuté hier à Sikasso. Mustapha Doumbia, correspondance. Ils sont 20 journalistes de la région de Sikasso à prendre part à cette formation continue axée sur les thèmes centraux, journalisme sensible au conflit. Une session organisée à un moment où les pays enregistrent un nombre important de radios et de télévisions, ainsi que l'intensification des informations via les réseaux sociaux. La formation est assurée par 2 journalistes expérimentés qui souhaitent partager avec leurs confrères un contenu en phase avec les défis de l'heure. Salif Sanogo, formateur. Être journaliste, c'est tout un art. Et ça appelle beaucoup de responsabilités. Et au cours de cette session de formation, on verra comment pratiquer le journalisme en zone de conflit, comment être responsable et éthique dans la pratique du métier. Et on va voir également la loi sur la cybercriminalité qui nous impose à nous, les journalistes, parce que nous ne sommes pas des super-hommes, des devoirs et des réserves. La formation de 2 jours est financée par l'ambassade des États-Unis. Les participants sont issus des radios de proximité membres de l'URTEL, plus des agents de l'ORTM Sikasso. Les modules de formation cadrent avec les besoins de ces médias selon l'autorité régionale et selon les représentants de l'Union des radios et télévisions libres. Soumaïla Danyoko. Ça permet quand même aux journalistes d'avoir une attitude responsable. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le thème est particulièrement pertinent. Il met en lumière la responsabilité immense que porte la presse, non seulement en matière d'information, mais aussi dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le journalisme, en tant que pilier de la démocratie, doit s'adapter à ces nouvelles réalités marquées par l'émergence des fausses informations ou fake news. La gouverneure a par ailleurs remercié les médias pour leur contribution à la paix et à la stabilité. La 3e adjointe au maire de la commune urbaine de Sikasso a salué l'initiative tout en réaffirmant la disponibilité des autorités communales à accompagner des formations du genre. Sikasso, Mustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Je vous le disais dans les titres, le Mali au rendez-vous du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, est arrivé jeudi à New York à la tête d'une forte délégation. Il s'adressera à la tribune de l'ONU ce samedi, un discours très attendu au 5e jour d'écoute des pays membres de l'ONU. Dans l'attente de la voix du Mali, les pays africains sont unanimes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU
l'ONU avec des sièges permanents pour l'Afrique. À suivre dans nos éditions prochaines avec nos envoyés spéciaux à New York, Sira Bachili et Aruna Diara. ONU toujours dans l'actualité, c'est juste après cette bulle musicale qui nous ouvre les portes de l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie. Le Parlement tunisien a adopté hier vendredi avec une large majorité un projet de révision de la loi électorale contesté par la société civile. Le texte a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. La plénière de l'Assemblée des représentants du peuple a coïncidé avec un rassemblement organisé devant le siège du Parlement. Cette révision de la loi électorale intervient à quelques jours d'une présidentielle dominée par le camp du président sortant, Kais Saied, citant un conflit entre la justice administrative et l'autorité électorale. Plus d'un tiers des députés avaient présenté un texte à voter en urgence pour retirer au tribunal administratif le pouvoir d'arbitrer le contentieux électoral. Les litiges seront désormais traités par la Cour d'appel. À Gaza, des missiles qui n'ont pas explosé jonchent les rues. Les agences de déminage tardent à intervenir alors que des milliers de tonnes de munitions sont disséminées dans la région. Depuis janvier, les réfugiés palestiniens du camp de Rawafed doivent vivre avec cette menace constante. L'armée israélienne a déclaré aujourd'hui avoir tué Hassan Nasrallah, le chef du groupe militant Hezbollah, lors d'une frappe à Beyrouth hier. Al-Karki, le commandant du front sud du Hezbollah, et d'autres commandants du Hezbollah ont également été tués dans l'attaque, a déclaré l'armée israélienne. Le ministère libanais de la Santé a déclaré que 6 personnes avaient été tuées, 91 blessés dans les frappes de vendredi qui ont rasé 6 immeubles d'habitation. Et l'Israël, toujours dans l'actualité, le Premier ministre israélien était à la tribune des Nations Unies hier. Benjamin Netanyahou a tenu l'Iran pour responsable des tensions au Moyen-Orient tout en accusant l'ONU d'hypocrisie et de partialité à l'égard de l'État juif, mais aussi des critiques à l'endroit de la Cour pénale internationale pour avoir demandé son arrestation. L'actualité internationale nous conduit cette fois-ci en Russie. Une journée à la semaine russe de l'énergie avec 2 activités majeures pour la délégation de haut niveau conduite par le ministre malien de l'économie et des finances. Le ministre de l'énergie et de l'eau a d'abord pris part à un panel sur la coopération énergétique entre la Russie et le continent africain. Libérer le potentiel de la coopération énergétique, tel était le thème retenu. La partie malienne a ensuite eu des échanges avec Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind, sur la centrale photovoltaïque de Sanankoroba. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Tchédje Kamara. Vaincre la précarité énergétique en Afrique, une ambition au cœur des relations entre la Russie et le continent africain depuis le dernier sommet Russie-Afrique. D'un côté, une Afrique dont les besoins sont énormes, le potentiel aussi, et de l'autre, la Russie qui dispose de la technologie et du savoir-faire. Le continent est à la recherche de solutions et Moscou est prêt à y contribuer. Les projets en cours à la faveur du regain d'intérêt de la coopération entre les deux parties sont nombreux. Parmi eux, une centrale nucléaire en Égypte ou encore un projet emblématique au Mali, la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, invité à faire le point des avancées depuis le dernier sommet Russie-Afrique, des progrès notables ont été réalisés. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Nous avons beaucoup travaillé avec Rosatom sur certains projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà 2 projets de centrales solaires d'un total de 400 mégas qui doit se faire aux alentours de la capitale et l'autre un peu plus loin. Et également, il y a aussi le développement de l'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire sollicite d'abord beaucoup de formations avant la mise en place. Donc ces formations aussi ont commencé. L'attente est trop grande. La centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, il en a été question concrètement au cours d'une séance de travail au siège de Rosatom Énergie Renouvelable, la société Novawind. Tous les détails relatifs à la construction de la dite centrale ont été passés au peigne fin au cours de la rencontre. Nous venons de finir une séance de travail avec Rosatom Énergie Renouvelable sur le contrat de Sanankoroba qu'on voudrait finaliser une bonne fois pour toutes. Et donc, le projet va nous être envoyé dans 2 semaines. Donc, maximum 3-4 semaines,
on pourrait signer le projet. Les deux parties ont également convenu d'une synergie d'action en vue de faire aboutir le projet dans le meilleur délai, conformément à la volonté du président de la transition. Les parties ont également planché sur les résultats de la deuxième phase du plan de développement du secteur énergétique au Mali, un plan qui couvre la période allant de 2030 à 2040. Moscou, Yaya Konaté, Tchédje Kamara pour l'ORTM. Allez, il est 13h20, on fait un peu de sport. En football, le Zamalek du Caire a remporté la Super Coupe d'Afrique 2024 aux dépens de son grand rival Al Ahly. Et toujours sur le continent, la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A se joue ce samedi entre le Sénégal et la Sierra Leone. Les deux pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la prochaine CAN des moins de 20 ans. Et puis, l'association des femmes pratiquantes des arts martiaux organise ce samedi sa journée nationale des arts martiaux avec comme thème les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République. Les éclairages de Famourou Djurté. La 5e édition de la Journée nationale des arts martiaux au féminin se tient ce samedi 28 septembre au pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 14h. Le thème de cette année est « Les femmes pratiquantes des arts martiaux au cœur de la 4e République ». Pour plus de détails, écoutons Aïda Chama, présidente de l'Association des femmes pratiquantes des arts martiaux du Mali. La Journée nationale des arts martiaux féminins est l'occasion pour les pratiquantes des arts martiaux du Mali de montrer leur savoir-faire au grand public. C'est un créneau pour nous de sensibiliser nos parents qui ont toujours pensé que les arts martiaux étaient une affaire des hommes. Le menu de la journée est constitué des défilés, des démonstrations, des combats de différentes disciplines martiales du Mali, représentés à travers les régions administratives et les différentes communes du district de Bamako. En termes d'innovation, cette édition sera l'occasion pour nous, les pratiquantes d'arts martiaux du Mali, de sensibiliser nos camarades jeunes du pays à rester debout et mobilisés derrière nos forces armées. Les demi-finales de la Coupe du Mali de handball sont connues. Sur le tableau féminin, les affiches sont Centre Omnisport de Lafiabou contre AS Police et Sigui Dekay contre USFAS. Chez les messieurs, les oppositions sont USFAS Sigui Dekay et AS Police Momaire Asedekati. La demi-finale se joue ce samedi dans la salle Salamatou Baïga du Palais des Sports de Bamako. Parlons football à présent. Tournoi IFOA masculin de la zone A. La Sierra Leone et le Sénégal qualifiés pour la phase finale de la prochaine CAN des moins de 20 ans s'affrontent ce samedi 28 septembre en finale pour la suprématie de la zone IFOA A. Occasion pour les jeunes Sénégalais de conserver leur titre. Ce sera à Monrovia, au Libéria. Si les qualifiés de la zone IFOA A pour la phase finale de la prochaine CAN des moins de 20 ans sont connus, le tournoi qualificatif de la zone IFOA B est prévu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé, au Togo. Terminons avec la Super Coupe d'Afrique de football qui a rendu son verdict ce vendredi entre les deux clubs égyptiens, Al Ahly et Zamalek. Les Chevaliers Blancs du Zamalek se sont offerts leur 5e Super Coupe en battant les Diablous Rouges d'Al Ahly 4-3 au tir au but. Le score était d'un but partout à la fin des 90 minutes. Malgré la défaite, Al Ahly reste le recordman du titre avec 8 trophées de Super Coupe d'Afrique de football. Voilà ce que vous avez en droit de savoir pour cette deuxième édition de Mali Actualité à 13h passées de 22 minutes. Moussa Papa Aïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal. La mise en onde a été bien assurée par Fousseni Sissoko et Absi Traoré. Mise en ligne Badji Touré. Coordination réalisation Ousmane Dao. Fousseni Diarra sera là tout à l'heure pour les avis et communiqués. Mais avant, ça sera à la couleur du ciel. Et aussi Ba Traoré pour le journal interrégional. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Et très bon week-end à toutes et à tous.